Tout est fini maintenant. Son monde s'est effondré, pièce par pièce, comme un château de cartes. Et c'est moi qui ai soufflé dessus. Je pense souvent à Antoine, à l'odeur de térébenthine qui flottait dans son atelier du quartier du Marais. Ses mains, toujours tachées de peinture, créaient de la beauté. Il était mon monde entier. Puis Olivier Dubois est entré dans nos vies. C'était un marchand d'art avec un sourire charmeur et des yeux de prédateur. Il a promis la gloire à Antoine. Au lieu de cela, il lui a tout pris. Il a volé ses toiles, le fruit de 10 années de travail, pour les vendre sous un autre nom. Il a volé son âme avec elle. Antoine n'a pas supporté cette trahison. Le flacon de somnifère vide sur la table de chevet était son dernier cri silencieux. Les médecins ont parlé de dépression, de suicide. Moi, je savais que c'était un meurtre. Un meurtre sans armes, sans témoins, le crime parfait. Le jour de son enterrement, sous une pluie battante au cimetière du Père-Lachaise, je n'ai pas versé une seule larme. J'ai senti un calme glacial s'installer en moi, une détermination froide. Ce jour-là, j'ai fait une promesse sur sa tombe. Olivier Dubois allait payer. Il ne perdrait pas la vie. Non, ce serait une solution trop simple. Il allait perdre tout ce qui lui était cher, lentement, méthodiquement. Il connaîtrait le même vide qui avait englouti mon mari, le même désespoir qui ronge de l'intérieur. Mon plan n'était pas un coup de tête, mais une œuvre d'art méticuleusement composée. Il m'a fallu 6 mois pour ranger les affaires d'Antoine, pour pleurer la femme que j'étais et pour en devenir une autre. J'ai coupé mes cheveux longs, j'ai abandonné les couleurs vives pour des tailleurs gris et anonymes. Je suis devenue Chloé Martin. J'ai créé un curriculum vitae impeccable, avec des références que j'avais moi-même fabriquées. Ma chance est venue quand la secrétaire de direction d'Olivier a démissionné avec fracas, le laissant dans l'urgence. Son arrogance a fait le reste. Pendant l'entretien, il m'a à peine regardé, trop sûr de son jugement. Il a vu une femme simple, efficace, invisible, une parfaite exécutante. Il n'a pas jugé utile de vérifier mes références, pressé de combler le vide. C'était parfait. Depuis mon bureau, j'avais une vue imprenable sur sa vie. Les parquets de l'hôtel particulier près du parc Monceau craquaient sous les pas de ses clients importants. Et surtout, j'entendais tout. Les appels de sa femme, Isabelle, une femme dont l'ennui ne se mesurait qu'à l'aune de ses dépenses. Les visites de son fils, Léo, un adolescent de 17 ans, arrogant et agité, qui ne venait que pour réclamer de l'argent. J'étais une araignée silencieuse, tissant patiemment sa toile au cœur même de leur existence dorée. Léo a commencé à venir plus souvent. Un jour, Olivier l'a humilié publiquement pour une histoire d'argent. Quand Olivier est parti, je me suis approchée de Léo. Je lui ai dit d'une voix basse que les gens comme son père ne comprenaient pas le besoin de se sentir vivant. Il m'a regardé, méfiant. Pourquoi vous me dites ça? Qu'est-ce que ça peut vous faire? J'ai improvisé, parlant d'un frère que j'aurais eu, un esprit libre lui aussi incompris. C'était un mensonge, mais il a touché sa cible. Pour la première fois, j'ai senti un malaise. C'était un enfant. Mais le souvenir du visage d'Antoine, pâle et sans vie, a chassé cette pitié déplacée. Mes mots sont devenus notre secret. Il me parlait de ses courses de moto, de ses sauts. Je suis devenue sa confidente. Parfois, en l'écoutant, je posais ma main sur son bras, un geste bref. Il n'était plus un adolescent rebelle, mais un jeune homme qui découvrait une forme d'attention troublante et nouvelle. Il a commencé à inventer des excuses pour passer au bureau. Le premier fil de ma toile était solidement accroché. Isabelle a été ma deuxième cible. Elle appelait son mari 10 fois par jour. Je suis devenue sa complice. Je l'écoutais se plaindre de la solitude, du regard absent d'Olivier. Je l'encourageais subtilement dans ses dépenses, lui parlant de ventes privées exclusives, de créateurs confidentiels. Bientôt, les relevés de carte de crédit sont devenus un problème. C'est moi qui lui ai suggéré d'ouvrir un compte séparé. Pour votre tranquillité d'esprit, madame, avais-je murmuré. Pour vos petits plaisirs personnels, à l'abri des reproches. Elle a trouvé l'idée géniale. Elle se sentait libre, rebelle. Elle ne voyait pas que chaque sac acheté était un barreau de plus à la prison de dette que je construisais autour de son mari. Les chaînes qui la liaient n'étaient pas en fer, mais en soie et en cuir. Et c'est moi qui lui en avais tendrement passé les menottes. Puis, ce fut le tour d'Olivier. Il s'était habitué à ma présence. J'étais le rouage parfait. Il était temps de gripper la machine. Je restais tard le soir. Un soir, il contemplait une toile abstraite. J'ai commenté la technique, l'influence de l'école de New York. Le masque du patron distant s'est fissuré. Il a commencé à se confier sur Isabelle et Léo. Je l'écoutais sans juger,
validant sa frustration. Parfois, en lui tendant un document, nos doigts s'effleuraient. Le contact était électrique. L'air entre nous devenait lourd. Il voyait en moi ce que sa femme n'était plus. Une femme intelligente qui comprenait ses ambitions. J'étais devenue son miroir, mais un miroir déformant qui ne lui renvoyait que l'image flatteuse qu'il voulait voir. Il était pris au piège de son propre ego. Le moment était venu de serrer le nœud. Je savais qu'Isabelle venait de s'offrir une montre hors de prix. J'ai glissé le relevé de son compte secret dans le dossier de la vente aux enchères droit, un dossier que je savais qu'il vérifierait ligne par ligne ce soir-là. Plus tard, alors qu'il était au téléphone avec elle, j'ai activé discrètement un enregistreur que j'avais installé sur son ordinateur. Les cris que j'ai entendus plus tard étaient primitifs. Le lendemain, Olivier était une tempête silencieuse. C'est là que j'ai murmuré à son oreille mon inquiétude pour Léo, laissant entendre qu'il fréquentait une femme plus âgée, une mauvaise influence. Je l'ai vu serrer les poings. Quand Léo est venu me voir, le visage fermé, je lui ai offert une autre vérité. Les problèmes d'argent de son père, à cause des folies de sa mère, le rendaient aveugle à tout le reste. La colère de Léo a changé de cible. La famille Dubois était maintenant une poudrière où chacun se déchirait, et moi, leur seule confidente, j'étais le poison qui les rongeait tous. Le coup de grâce devait être porté dans le monde de l'art. La grande vente aux enchères de l'automne à Drouot était l'occasion parfaite. Olivier y présentait sa pièce maîtresse, une toile qu'il appelait « Crépuscule océanique ». C'était en réalité le dernier grand tableau d'Antoine. En tant que secrétaire dévouée, j'avais accès à tout. Une semaine avant, j'ai envoyé 2 enveloppes anonymes, l'une à un critique d'art intègre, l'autre à un galeriste rival. À l'intérieur, des photos d'Antoine posant à côté de son « Crépuscule océanique » inachevé et des copies de ses carnets de croquis. Le soir de la vente, Olivier présentait la toile avec un lyrisme théâtral. C'est alors que le critique s'est levé, remettant en question la provenance de l'œuvre. Le galeriste rival a confirmé avoir reçu des documents troublants. Ce fut le chaos. La vente a été suspendue. L'humiliation d'Olivier était publique, totale. Son nom était désormais associé à la fraude. Les clients se sont retirés, les dettes d'Isabelle sont devenues un gouffre. Quelques semaines plus tard, j'ai tapé moi-même la lettre annonçant la mise en vente de l'hôtel particulier. Je suis revenue une dernière fois. Le bureau était vide et froid. Une pancarte à vendre était accrochée à la grille. Olivier était là, seul, un homme vieilli, courbé. Il triait de vieux catalogues. Ses gestes vains. Il a levé les yeux, surpris de me voir. Je ne portais plus mon tailleur gris. J'ai marché lentement vers lui. Le crépuscule océanique, ai-je dit doucement, ma voix ayant perdu toute soumission. C'était son chef-d'œuvre, vous le saviez. Il a froncé les sourcils, confus. Chloé, qu'est-ce que vous faites là? Mon regard s'est durci. Mon nom n'est pas Chloé. Mon mari s'appelait Antoine. Vous l'avez détruit pour cette toile. Une vague de reconnaissance a traversé son visage, suivie par l'horreur pure. Il a reculé d'un pas, comme s'il avait été frappé. Il a compris qui j'étais. Pourquoi Léo s'était retourné contre lui? Pourquoi les dettes d'Isabelle avaient explosé? Qui avait envoyé les photos? Tout. Son visage s'est décomposé, celui d'un homme qui regarde dans l'abîme et se voit au fond. Je n'ai rien ajouté. Mon silence était plus lourd que n'importe quelle accusation. Je lui ai tourné le dos et je suis partie, laissant la porte ouverte sur ses ruines. Ma vengeance était complète.